Les invités de Lise Gutman sur Judaïque FM. Alors, les invités de Lise Gutman, ils sont nombreux, ils sont au nombre de 3 dans ce studio ce matin. On va commencer par Vincent Segal, grand musicien, violoncelliste, qui nous propose, et c'est pour cela que nous sommes ensemble, au MAJ, le 5 février, MAJ, Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, un très grand concert à 20h, avec vous-même, Vincent Segal, bonjour, Étienne Charles, Orba Reket et Jorge Glem, si j'ai bien prononcé. Nous sommes également en studio avec Laurence Aziza, qui est notre spécialiste des musiques actuelles et qui est également l'émission Haut-Parleur sur Judaïque FM. La prochaine, c'est pour très vite et ce sera au tour de Shlomo Artzi, parenthèse fermée. Laurence, bonjour. Et puis, alors, je n'ose prononcer le mot fan parce que j'aime pas, c'est un peu galvaudé, mais pourtant c'est ce qu'il est. C'est un grand amoureux de la musique de Vincent Segal et c'est notre journaliste Olivier Issambert. Olivier, rebonjour. Merci d'être avec nous dans le studio suite au journal et au flash ce matin. Mais là, avec vous, on va parler musique. Alors, je sais que vous aimez beaucoup ce que fait Vincent. Du coup, on a souhaité vous mettre dans la boucle de l'émission. Alors, ma première question, Vincent Segal. Non, ce ne sera pas ma première question. On va donner tout de suite la parole à Laurence Aziza, quand même, pour vous présenter. Et ensuite, je vous poserai ma première question. Alors, c'est gentil, merci Lise de me laisser Déjà, je voudrais dire que Vincent est là avec nous parce que le 5 février, donc il y a ce concert qui s'appelle Traces, oui, au Musée d'Art et Histoire du Judaïsme, qui est la rencontre de 5 musiciens qui vont aller à la recherche 4, pardon, qui vont plonger dans les racines de la musique caribéenne. C'est un projet d'Étienne Charles. Vincent, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années. Je vais parler de mon expérience avec lui. Oui. Dans un studio de Radio France. Et on s'est mis à parler de musique klezmer et de musique, et de la langue yiddish et de la musique klezmer. Oui. Et j'ai eu affaire à quelqu'un qui connaissait extrêmement bien. Pour moi, Vincent Segal, c'était Boom Cello, un artiste et un album que j'ai tourné en boucle à la maison. Et puis j'ai découvert évidemment un musicien incroyable. Je crois que les styles de musique et le nombre de rencontres qu'a fait Vincent et on peut pas, je crois, tous les citer. On va en citer quelques-uns. Sting, il a joué avec Ibrahim Mahalouf, avec Balaké Sissoko, avec Mathieu Chédid, Mathieu Chédid, Oxmo Puccino, on parlait de Ciro Battista, un des musiciens de Zorn. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Oui, on peut pas tous les citer. Mais vous avez cette envie de rencontrer l'autre à chaque fois. C'est-à-dire et puis pas n'importe lequel, quand même, parmi les... Non, parce qu'il joue de la musique classique, contemporaine, jazz, hip-hop, klezmer, non. Mandingue. Vous êtes quasiment maintenant spécialiste de musique mandingue aussi. Enfin, vous êtes plongé avec Balaké Sissoko. En fait, on est jamais spécialiste, même de musique classique. C'est-à-dire que on essaye de retransmettre des choses qu'on a entendues. Je pense que c'est la chose d'un musicien. C'est-à-dire, il n'y a pas de geste premier en fait dans la musique, c'est que des immenses transmissions. Et surtout par rapport à l'écriture de la musique classique, par exemple, souvent les gens me disent oui, alors tu joues aussi de la musique écrite, mais en fait, la musique écrite, c'est comme un ordinateur, ça aide c'est un outil pratique, mais la transmission est toujours orale, c'est-à-dire que même si on a les sonates de Beethoven sur partition, on ne pourra pas jouer les sonates de Beethoven si on n'a pas eu une transmission de professeur à élève. Et en fait, ce qui me plaisait dans la musique, c'est que un peu comme d'une certaine manière le football, des choses comme ça qui sont universelles, on peut avoir des rapports directs avec les gens et fraternels sans parler. C'est-à-dire que
il m'arrive de jouer avec des amis musiciens turcs et on ne peut pas parler. C'est-à-dire que littéralement, on ne peut pas parler. Je ne parle pas turc, ils ne parlent pas anglais. Et on joue, on fait des concerts ensemble, des longs concerts. Mais en fait, il n'y a aucun échange de langage, si ce n'est celui de la musique. Vincent, c'est la musique qui parle pour vous? Oui, on peut. Je pense qu'aussi, ce que j'aime dans la musique, c'est d'une certaine manière qu'elle dépasse les mots et les rapports sociaux. C'est-à-dire, par exemple, j'ai souvent eu ce problème avec la musique africaine. C'est-à-dire, par exemple, j'aimais beaucoup la musique congolaise, OK Jazz, par exemple. Franco, qui était un très grand guitariste, et c'était un orchestre. J'aime beaucoup les orchestres justement où on joue de manière orale, mais il y a 12 musiciens ensemble, comme les orchestres de salsa. Comment 12 personnes arrivent à jouer ensemble et à faire danser tout le monde. Mais en même temps, le truc de la langue, c'est que si on écoute des chansons africaines de cette époque-là, si on comprend Lingala, on va entendre des hommages à Mobutu, des choses assez tristes, enfin des choses. Et on s'en rend pas compte quand on écoute les textes. Souvent, on n'imagine pas que les gens étaient obligés de rendre hommage à un homme politique parce que sinon ils allaient aller en prison ou des choses comme ça. Mais en fait, derrière ça, la musique laisse passer un message fort. Et par contre, il y a des messages de résistance. Par exemple, Milton Nascimento et Chico Buarque qui ont fait cette chanson qui s'appelle Calice, où ils parlent d'un calice et en fait ils disent calice et ça veut dire tais-toi. Donc c'était par rapport à la censure. Mais moi, quand j'écoutais cette chanson, j'entendais juste une très 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 belle chanson et très forte. Je comprenais absolument pas le message politique de la chanson en l'écoutant. Et c'est ce que j'aime aussi. J'aime l'abstraction de la musique et du chant. Alors, pourquoi Trace? Trace de qui? Trace de quoi? Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment le rapport d'Étienne à ses origines. Étienne est un musicien que j'ai connu à Savannah, en Géorgie, en jouant avec Lionel Loueke, qui est un guitariste béninois que j'ai connu par le producteur de Sting, justement. Et on jouait ensemble avec Étienne dans ce festival à Savannah, en Géorgie, qui est une ville très particulière, une des villes du Sud les plus dures. Oui. Dans la condition des esclaves, des choses comme ça. On voit ces maisons coloniales. Enfin, c'est un endroit assez spécial. Et Étienne, en fait, est professeur de jazz. Il joue beaucoup avec Marsalis, tout ça. Et donc, il est professeur dans le Michigan State College, qui est vraiment la région de Detroit, une région très dure. Et pendant longtemps, j'ai pensé qu'il était quasiment noir américain. Et en fait, peu à peu, je me suis dit, mais non, il a un truc différent des autres quand il joue. Et en fait, il est d'origine de Trinidad. Ah oui, il vit la moitié de sa vie à Trinidad. Et par ma famille, en fait, oui. Par ma femme, qui est antillaise, oui. On a ce truc... qui lie aussi, par exemple, qui a la même liaison avec Jack Schwarzbart, qui a ce truc avec moi de mélange de l'histoire des Antilles et de son origine juive. Donc c'est un truc qui... Et on a parlé avec Étienne de ça. On discutait de comment des micro-îles arrivent à avoir une culture aussi forte parce qu'il y a un métissage pas possible. Donc Trace, c'est ça en fait. C'est comment... une île où on peut circuler dans cette île en une journée et en même temps, il y a des siècles de culture, de croisement, et très fort dans la musique. Il y a une grande variété. D'une île à l'autre, on peut pas dire, par exemple, si on parle de musique haïtienne, martiniquaise, guadeloupéenne, de Trinidad, Tobago, c'est chaque fois des sonorités, des façons de jouer les percussions différentes, des façons de chanter un créole différent. Et voilà, on a eu l'idée de faire ce projet et peu de temps après, il m'a contacté parce qu'en fait, il était en relation avec je sais pas, tu connais ça mieux que moi, Laurence, mais c'est un truc qui fait un truc d'échange entre la France et les États-Unis sur le jazz. Oui. Et donc, il a demandé une bourse aux États-Unis enfin, il a posé une candidature qu'il a eue. Et donc, on a pu monter vraiment économiquement ce projet en étant libre. Alors, il n'est pas encore enregistré. Je sais que c'est l'un de vos souhaits. En tous les cas, ce sera le 5 au soir à 20h au Musée d'Art et d'Histoire. Olivier Isambert, qu'est-ce qui vous touche dans la musique de Vincent Segal, personnellement? Moi, Vincent, ce qui me fascine chez vous, et c'est la question que je souhaitais vous poser ce matin, merci Lise de me donner cette opportunité, c'est vous avez une relation extrêmement particulière à l'Afrique, à l'intérieur du continent africain et aussi au-delà de ses frontières, comme par exemple avec la musique cubaine qui a été peuplée à la base essentiellement d'esclaves venus du continent africain.
d'où vous vient cette relation à l'Afrique et est-ce que c'est finalement votre instrument, le violoncelle, qui a fait le trait d'union avec vous et ce rapport à l'Afrique? Je pense que effectivement, en m'intéressant à la musique sans m'interroger intellectuellement, mais juste en écoutant, et en écoutant particulièrement quand j'étais enfant beaucoup d'émissions de France Musique, une émission qui s'appelait Les Chants de la Terre. Oui. Et en fait, j'entendais cette émission et là, je vais vous montrer un exemple. Mais en fait, la corde, c'est vraiment l'instrument des chasseurs. C'est-à-dire que le premier instrument à corde, c'est un arc. Et dans mon imaginaire d'enfant, je pensais à cet arc et je me disais forcément la personne qui avait cet arc devait ramener du gibier, mais elle ne l'a pas fait. Elle a utilisé cet arc pour être un peu contemplatif et je me disais, je voyais cette personne assise sous un arbre à l'ombre et prenant son arc et se disant tiens, c'est marrant, ça sonne. Parce que c'est venu comme ça en fait, c'est le son de l'arc. Le premier instrument, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, si je prends mon violoncelle, on appelle ça par exemple le berimbau, qui est venu aussi au Brésil. C'est vraiment. Donc ça, c'est vraiment le son. Une personne qui modifie juste la vibration d'une corde avec son doigt, en faisant une longueur de corde plus courte. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a ce rapport à la corde des chasseurs avec les harmoniques naturelles. Donc, je vous fais écouter, par exemple, c'est ça. On a l'impression d'entendre du vent. Et en fait, c'est juste un frôlement d'un doigt sur une corde. Une seule corde. Et en fait, tous les instruments à cordes que vous entendez, ça soit une guitare, un violoncelle, un violon, l'origine, c'est l'arc, les chasseurs. Et ensuite, il y a cette chose qui m'intéressait dans l'Afrique, c'est le sacrifice. C'est-à-dire le fait d'un chasseur, à chaque fois qu'il tuait un animal, en fait, il devait entrer en contact avec l'esprit de cet animal pour ne pas maudire sa famille. Et en fait, se dire, voilà, sinon l'animal va vouloir se venger. Donc il y a tous ce qu'on appelle les dossons, les chasseurs. Il y avait tout ce truc de trouver des formes de communication. Donc là, par exemple, je viens de mettre un petit bruiteur sur mon violoncelle. C'est un petit résonateur en métal qui fait un son très étrange, un peu comme si tout était cassé. Et donc, c'est une voix d'esprit. Déjà la danse. Les pas des animaux, c'est-à-dire des pas des animaux qui n'existent même plus au Mali, c'est-à-dire que ces animaux-là, en fait, on les a tellement chassés qu'ils n'existent plus, mais par contre, les chasseurs continuent d'imiter les pas de ces animaux. Et ça, je trouve ça aussi très, très fort. Donc tout ça, en fait, parce qu'après, si je prends le même violoncelle et que je commence à jouer Brahms, c'est-à-dire si je joue En fait, enfant, j'avais toujours cette connexion de mon instrument à cordes avec la musique africaine. Et la première fois que j'ai eu la chance de jouer, c'est d'abord avec des musiciens sénégalais en banlieue parisienne, et ensuite en Afrique, effectivement, avec Balaké ou des gens comme ça. Le fait de prendre mon instrument et de jouer vraiment... cette espèce de simplicité de jeu, c'est-à-dire très peu d'harmonie. Je précise, Vincent, que vous êtes en présence de votre violoncelle et non pas en présence de la kora, parce que... Oui, là j'ai toujours mon violoncelle, je suis en train de parler et de converser avec le... Et en fait, sur par exemple, ça, c'est vraiment le jeu qui me plaisait dans l'Afrique aussi. C'était peut-être lié à mon amour des musiques modales. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment en Europe où on a commencé à mettre beaucoup d'harmonie, à vouloir, par le choral et par sûrement les chants d'église à l'époque de Bach, à mettre beaucoup d'harmonie dans la musique. Et j'ai toujours été attiré par la musique d'avant, c'est-à-dire la musique modale, c'est-à-dire la musique où on chante d'une voix unie, mais où il n'y a pas d'harmonie. Et en fait, c'est plus des développements de paroles. Et j'ai une sensibilité à la musique modale. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre au Mage et qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer au Musée d'art et d'histoire du judaïsme? Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport
à l'idée justement, on parlait des modes. Ce qui m'a toujours attristé dans la musique et toujours été très, 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 très douloureux pour moi, c'est ces histoires de conversion forcée. C'est-à-dire des gens qui étaient obligés de se cacher. De penser que Mahler, par exemple, pour pouvoir diriger la Philharmonie de Vienne, enfin l'Opéra de Vienne, était obligé de se convertir. Que Schoenberg l'a un peu fait, que des gens avant, des chefs d'orchestre, comme par exemple Krips, qui est un chef que j'adorais, parce que c'était des gens qui aimaient, qui voulaient jouer, qui voulaient échanger avec le monde, et en même temps, par leurs origines, on leur empêchait d'être eux-mêmes, c'est-à-dire d'être eux-mêmes avec leur tradition. Et d'une certaine manière aussi, il y avait cette mise en garde des familles qui disaient attention, tu nous quittes, tu quittes le village, tu quittes notre éducation, peut-être tu vas te faire plaisir avec la musique, mais t'auras justement, on parle de racines, tout sera perdu. Ce qui est vrai. Moi-même, je suis un ignorant, c'est-à-dire que moi-même, à partir de la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui était de tradition forte, musicale, religieuse, avait complètement disparu de ma famille. J'ai eu aucune possibilité. Aucune transmission. Oui, parce que mes parents et mon père du côté ashkénaze était vraiment orphelin, donc il y avait un truc de... Et moi, la musique... Il y avait un vide, voilà. Un espace vide. Et en fait, dans toutes les musiques qui m'ont intéressé, je me suis rendu compte qu'il y avait une présence juive forte, mais cachée. À savoir, et Laurence peut le dire, puisque j'ai joué à Copernic les œuvres de Larry Harlow, qui était le fondateur de ce qui s'appelle la Fania All Star, qui était un orchestre, l'orchestre principal de salsa de New York. Oui. Et en fait, Larry Harlow était fils de cantor, comme le grand tromboniste. J'entends toujours parler de Barry Rogers. Il y a ce truc qui s'appelle Café, je sais pas. Beaucoup d'auditeurs connaissent ce truc qui s'appelle. Je peux essayer de le faire. Ça, c'est vraiment Café. Vous voyez ce morceau? Oui, oui. Et en fait, dessus, il y a ce trombone magnifique, Barry Rogers, qui s'appelait en fait Barry Roggenstein. Ah oui, ça, en fait, il a jamais écrit Roggenstein sur un disque. Moi, je trouve ça très violent, en fait. Le fait de changer tout le temps de nom. Et dans ce concert, il y aura énormément de ça, c'est-à-dire de ces choses masquées. Musique cachée révélée, c'est ça? Voilà, par exemple, on va jouer du choro. Un des grands musiciens emblématiques du Brésil, c'est Jacob do Bandolim, oui, qui jouait la mandoline. Je vous montre par exemple ça c'est un très beau, je vous joue déjà cette mélodie magnifique de lui. Ça c'est joué par la mandoline normalement, parce que je chante, je suis pas chanteur. Mais vous chantez très bien. Mais c'est juste pour vous dire que Jacob de mandoline s'appelait Jacob Bettencourt. Ah, et oui. En fait, c'était des familles qui prenaient ce nom de Bettencourt parce qu'en fait, il s'appelait Biton souvent. Et en fait, ils prenaient ce nom qui avait l'air un peu colon. Un peu français, oui. Donc on s'est rendu compte avec Étienne que beaucoup de Bettencourt qui habitaient à Trinidad, il y en avait à Cuba, parce que j'ai des musiciens violonistes qui s'appellent Bettencourt aussi, et au Brésil. En fait, c'était des présences séfarades très très fortes dans la musique qu'on entend là quand je joue, je l'entends vraiment. C'est-à-dire vraiment, il y a une façon de... Et dans beaucoup de compositions de Jacob de Bandolim, il y a énormément de choses qui viennent vraiment de ce fond, mais qui étaient vraiment cachées, quoi. Et donc, vous les révélez, on peut dire. En tous les cas, vous tentez de le faire. Je ne sais pas si on les révèle, mais en tout cas, Étienne a été la première personne dans mes amis du monde du jazz qui clairement m'a dit qu'il voulait le faire. Et ça venait pas de quelqu'un qui... Même si lui, il me dit peut-être j'ai des origines séfarades parce qu'il cherchait dans ses noms de toute sa famille. En fait, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il le faisait avec beaucoup d'amour pour son île et en parlant des influences aussi arabes, grecques, autres. C'est-à-dire se dire que chaque endroit visité apporte des merveilles, quoi. Bien sûr. Il ne faut pas les nier. Bien sûr. Laurence, qu'est-ce que vous espérez de ce concert au Musée d'Art et d'Histoire ?
passer une excellente soirée, voyager, que la salle soit pleine, mais surtout répondre à ressentir ce que tu dis, Vincent, de ces traces, de ce côté caché, qui est quand même finalement une identité juive au cours de toute l'histoire des Juifs, cette notion d'être toujours en avant et d'être toujours caché, cette contradiction, ce mouvement entre être au contraire au premier plan et avec tous les clichés qui peuvent être drainés par cette chose, et être caché, avoir ses origines cachées, changer son nom, musicalement, toi et vous ensemble arriviez à nous faire entendre l'Afrique, évidemment, dans cette musique qui sera, je pense, très caribéenne, et entendre ce juif caché qu'il y a là, ou en tout cas ses influences, c'est ça que je trouve très fascinant, et c'est ce qui fait aussi que Trace se joue au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Oui, et c'est très juste, parce que en fait, par rapport à la vision des Antilles, la négation de l'humanité, c'est le commerce du triangle, c'est nier c'est-à-dire des gens à qui on ne donne pas le statut d'homme. C'est-à-dire on dit des objets, la machine, l'homme-machine, mais pas du tout. Donc ça, c'est vraiment, ça marque fortement les Antilles, Haïti, Cuba. Et c'est comment les gens luttent par rapport à ça, avec la créativité, avec la langue. Comment Aimé Césaire rentre à Normal Sup et dit voilà, je vais parler mieux français que n'importe qui ici. Moi, je trouve ça très fort d'arriver à Louis le Grand. J'imagine Aimé Césaire arriver et dire voilà, je manie la langue. C'est pour ça que souvent les gens disent ah, c'est compliqué Aimé Césaire, mais justement, quelle force de dire Bien voilà. sûr. Oui. Et pour parler des noms cachés, oui, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec Trace, mais qui pour moi est très significatif en France par rapport à la musique. On avait cette prof de solfège qui s'appelait Odette Gartenlaube, qui était une femme merveilleuse, qui maîtrisait la musique comme personne, qui a écrit des très belles œuvres. Et en fait, Odette Gartenlaube à 12 ans ou 13 ans, elle était au CNSM, au conservatoire, et elle avait pris de fugue, d'harmonie, enfin, tout ce elle était en écriture. Et en fait, elle a été dénoncée avant que les Allemands ordonnent quelque chose. Le directeur du conservatoire de l'époque a donné une liste en disant voilà, tous ces élèves ne peuvent plus faire partie du conservatoire parce qu'ils sont juifs. Dont elle, à 12 ans, lui a dit mademoiselle, vous ne faites plus partie de l'établissement, étant donné votre... Et donc, elle s'est fait renvoyer. Et pendant toute la guerre, elle a survécu. Et quand elle est revenue, on lui a dit, voilà, vous pouvez revenir à nouveau au conservatoire. Ouais. Elle est revenue, elle s'est dit, je vais me présenter pour le prix de Rome de composition. Et là, on lui a dit, et vous pouvez vérifier, c'est vrai, on lui a dit, vous devriez changer de nom, vous appelez Gartenlaube, c'est trop allemand, donc on vous conseille de présenter le prix de Rome, mais sous un pseudonyme, pour pas avoir... Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Et donc, ce qu'elle a fait, et elle a eu le prix de Rome avec un nom que je connais même plus, parce que c'est un nom que j'ai évidemment pas envie de retenir. Mais c'est ça l'histoire de... Et donc, quand on parle de ça, je trouve qu'il y a le quartet, c'est-à-dire, c'est aussi redonner une forme de vie dans un musée en disant, voilà, on est là, mais moi, je trouve que le fait que ça soit un projet d'Étienne, oui. Sur ça me fait vraiment... Pour ça que c'est lui qui m'a parlé de tout ça. C'est-à-dire que c'est pas moi qui lui dis, ouais, on va... Mais c'était dans la musique. C'est-à-dire que, par exemple... Alors, Vincent, je vais devoir vous interrompre. Le temps passe extrêmement vite. Est-ce qu'on pourrait terminer l'émission sur un morceau d'1 minute et demie, histoire de, finir en beauté, de se mettre en appétit, et voilà. Alors, je vais vous parler on va jouer un tout petit peu d'une façon de jouer du Venezuela. Donc, je vous conseille d'aller écouter, parce que Jorge Glem, c'est peut-être une des premières fois où il vient jouer à Paris. C'est un grand virtuose du cuatro, qui est un instrument magnifique. Et donc, c'est une façon de jouer à 5 temps. Donc, c'est quelque chose d'assez spécial. Et je vais essayer d'imiter sa façon de jouer, parce qu'on va jouer des danses comme ça dans le spectacle. Ça fait vraiment... Ça c'est la musique que vous aurez
avec un quattro hors barriquette qui est un pilier, c'est-à-dire qui tient tout avec sa contrebasse, et la trompette magnifique, parce qu'il a un timbre de génie de Étienne Charles. Voilà. Eh bien, Vincent Segal, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci également à Laurence Aziza et Olivier Issambert. Je vous rappelle que on retrouvera donc ce quartet au musée d'art et d'histoire du judaïsme à 20h le 5 février. Il suffit d'aller sur leur site et de réserver ses places. Une grande soirée en perspective. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et quand vous le souhaitez, Vincent, sur Judaïque FM pour cette très belle transmission que vous venez de réaliser auprès de nous. Au revoir et beaucoup de succès. Merci. Merci.